chère madame, chers monsieur, chers amis d'Uni 3, quel plaisir de voir autant de monde avec une après-midi si ensoleillée. Je pensais que vous seriez dans vos jardins en train de préparer tout ce qu'il faut pour le printemps ou au bord du lac. Ça nous fait donc très plaisir d'accueillir Alain Scherlig, professeur honoraire de l'Université de Lausanne. Évidemment que beaucoup le connaissent. Il est venu parler de sa passion, l'histoire des chiffres, notamment il y a plus de 2 ans, où il nous a expliqué le livre d'arithmétique de Johann Rudolf von Grafenried, qu'il a complètement étudié, livre acheté complètement au hasard au marché aux puces et qui actuellement fait autorité dans l'enseignement des mathématiques en Allemagne. Cette espèce de trouvaille, alors que je ne connais pas bien Alain Scherlig, me semble très révélateur d'une espèce de 6e sens qu'il a dans l'approche des sujets, car ils sont toujours nouveaux et il est, chaque fois qu'on voit, que c'est une œuvre de pionnier. Alors, un tout petit rappel, évidemment, de sa carrière. Mathématicien et économiste, son parcours universitaire et professionnel est quand même un peu impressionnant. Pendant un peu moins de 30 ans, à l'Université de Lausanne, il enseigna les méthodes quantitatives d'aide à la décision et en même temps, chroniqueur scientifique au Journal de Genève et à la télévision romande. Je revoyais l'extrait l'autre jour où il commentait avec notre regretté Georges Kleinman en 69 les premiers pas de l'homme sur la Lune. Ces publications sont évidemment très nombreuses. Vous prenez un moteur de recherche, vous tapez son nom et vous pouvez toutes les voir. J'en garderai à l'esprit une ou deux. Depuis sa retraite dite professionnelle, il ne se sentait pas du tout à la retraite, donc il s'est passionné sur un sujet sur lequel personne n'avait vraiment réfléchi, parce qu'il y a peut-être en nous une évidence, c'est l'histoire des chiffres, des calculs et des mathématiques. Un ouvrage, par exemple, pour émousser votre curiosité, ouvrage publié en 2003, le prix Zapas, que n'importe quel kidam ne connaît, mais qui est très, très, très important, lui a été décerné à la Sorbonne par l'Association des études grecques, qui est en fait le Gotha des hellénistes francophones. Et là, permettez-moi une toute petite anecdote, c'est que Alain Scherlig a fait une maturité classique, il est devenu un scientifique de haut niveau, et il ne regrettera jamais le grec et le latin, alors qu'actuellement, on veut balayer le latin dans certaines classes du cycle d'orientation. Alors que le latin et le grec, même pour un scientifique, c'est fondamental. Première étude exhaustive et sans précédent sur ce sujet, compter avec des cailloux le calcul élémentaire sur l'abaque chez les Grecs anciens. Puis en 2006, il écrit « Compter du bout des doigts, cailloux, jetons et bouliers de Périclès à nos jours ». Et ce que je trouve extraordinaire chez Alain Scherlig, et je ne dirais pas le professeur, c'est que c'est un vulgarisateur extraordinaire, mais un vulgarisateur au sens le plus noble du terme, qui est un art assez rare. C'est-à-dire que partir de recherches extrêmement pointues, ardues, il sait s'adresser à tout public, faire comprendre l'histoire des mathématiques sans prérequis, même à la gente féminine, qui, paraît-il, est plus réfractaire à l'enseignement des maths. Bien, mais vous pouvez même, il a passé récemment sur une émission, Devine qui vient dîner, pour expliquer ça, tout est clair, et je viens de lui dire, il ne le savait pas, il est même 4 minutes sous YouTube, où vous l'entendez en 4 minutes expliquer son livre. Et alors, je suis certaine que vous allez être passionné par sa conférence. Du zéro à la virgule, les chiffres arabes à la conquête de l'Europe, qui explique une réelle révolution arrivée si tard en Europe. Et il a aussi le don d'expliquer ça avec un certain suspense, comme un peu un reportage.
Ces explications soulèveront certainement beaucoup d'autres incidences de cette révolution qui nous paraît évidente, susciteront certainement beaucoup de questions, et ces recherches sont publiées dans un ouvrage édité en 2006, encore un suspense parce qu'il ne dit pas les dates. Alors, on verra pourquoi, parce que dans le livre, il donne les dates de sa recherche. Et encore une fois, lorsqu'on regarde les commentaires, c'est toujours marqué « ouvrage unique en son genre ». Alors, place aux mathématiques où vous allez tout comprendre et peut-être pour certains, pour la première fois, vous sentir intelligent en maths. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, à la manière d'un opéra de Wagner, par exemple, cette conférence va commencer par une ouverture. Mais soyez sans crainte, ça durera moins longtemps. L'ouverture, c'est ceci. Regardez ces deux nombres. Ce sont des nombres, ce ne sont pas des dates. Rendez-vous compte que dans nos contrées, pendant, suivant comment on compte, presque 2000 ans, les gens n'avaient rien d'autre à disposition pour écrire un nombre. Et alors, posez-vous la question, comment vous y prendriez-vous pour les additionner, ces deux nombres que vous avez devant les yeux? Cherchez pas, ce n'est pas possible. Ce qu'ont découvert les gens dont je parle, ici je me situe à la Renaissance, c'est des abaques, des planches, des tables à compter, sur lesquelles ils représentaient les nombres avec des jetons. En voilà un exemple. Cet objet-là est au musée de Dresde. Ou encore celui-ci qui est au musée du château de Thun. C'était la seule façon qu'on avait à l'époque pour faire une addition. Et alors, ne parlez pas de soustraction et de multiplication, c'était encore plus compliqué, avec des jetons. Les Romains déjà le faisaient avec des cailloux qui se disent en latin calculi, et ça a donné notre mot calcul. Également les calculs rénaux, mais c'est une autre histoire. Nous, on connaît le truc. C'est d'écrire ces deux nombres de cette manière que vous avez vu apparaître à l'instant. Et avec ça, on peut faire des calculs. Donc, j'insiste là-dessus, c'est une nouvelle écriture qui est plus concise, ça prend moins de place, vous l'avez vu, mais surtout, c'est un instrument, on pourrait dire un outil, pour le calcul, tout simplement. Et c'est à ce point de vue-là que l'arrivée des chiffres arabes dans notre civilisation a été importante. Mais comme j'avais consacré beaucoup d'années, comme on vous l'a dit, au calcul manuel, au calcul au moyen de cailloux et de jetons, un jour je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de regarder comment ces chiffres qu'on appelle arabes étaient arrivés chez nous. Et je me suis rendu compte qu'écrire leur histoire, c'était un véritable puzzle. D'abord, j'ai cherché le livre dans lequel je trouverais de quoi me satisfaire. J'ai constaté qu'il n'existait pas, ni dans une langue, ni dans une autre. Et quand j'ai voulu reconstituer cette histoire, je me suis rendu compte que je devais aller chercher de petits morceaux dans un très grand nombre d'ouvrages. Ce qui fait que le livre qui sert de prétexte à cette conférence, on pourrait en dire qu'il ne contient rien d'original. Sauf que son originalité, c'est justement de réunir tous les petits morceaux du puzzle. Il a été publié, comme les précédents, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, où on a certaines exigences, comme vous pouvez le deviner. Il a été soumis à un expert, en principe anonyme, mais je sais qui c'est, un Allemand en l'occurrence, de Bavière, qui, dans son rapport, qui était assez positif, a dit que c'était la première fois, toute langue occidentale confondue, que cette histoire était écrite. Alors, j'étais très flatté, je ne pensais pas avoir pareillement fait avancer la connaissance.
On est au bout de l'ouverture dont je vous parlais. L'ouverture, c'est destiné à mettre les gens dans l'ambiance. Alors j'espère vous avoir mis dans l'ambiance en vous parlant de ces chiffres romains qui ont, pendant très longtemps, empêché les gens de faire des calculs rapidement. J'entre dans le vif du sujet. L'épopée que je suis venu vous raconter commence hors d'Europe. Ça, on s'y attendrait, même on s'attendrait à apprendre qu'elle commence à l'Est, mais en fait, elle commence beaucoup plus loin à l'Est qu'on ne l'imaginait. Elle commence en Inde, au 5e siècle. À ce moment-là, on sait qu'en Inde, des savants, mais peut-être quand même une assez large partie de la population, avaient inventé 9 chiffres qu'ils mettaient dans des colonnes décimales. Il faut bien comprendre ce qu'il en est, parce que c'est le début de toute l'affaire, et c'est un des premiers miracles en l'occurrence. Regardez comment faisaient les Romains. Les Romains, pour écrire 30, ils écrivaient 3 fois le signe 10. Auraient-ils voulu écrire 300, dans ce nombre que vous avez là, ils auraient écrit 3 fois le signe C. Et on voit même, là au bout, hop, ça, c'est pas du tout ce que je voulais alors. Oui, donc je ne peux pas utiliser mon laser, ça fait rien. Je vous disais, les Romains, pour écrire 3 fois 300, auraient écrit 3 fois le signe C. Tout à droite, ici, vous avez 3 fois le signe qui représente 1. Bref, je viens de dire plusieurs fois 3 fois. Eh bien, ils n'avaient pas eu l'idée de créer un signe qui disait 3, ou 4 ou 5, qui, à son tour, indiquait combien on avait de dizaines, de centaines, de milliers ou d'unités. Mais il fallait des colonnes. Ils ont donc créé ces 9 signes qu'ils mettaient dans des colonnes, mais ils n'avaient plus que 9 signes avec ça, alors que les Romains, puisque je prends leur exemple, mais les Grecs ne faisaient pas mieux, avaient un plus grand nombre de signes et surtout écrivaient leur nombre d'une manière telle qu'il fallait additionner tous les signes qui avaient été écrits. Donc ce 3 ici vous dit que ce sont 3 dizaines, mais parce qu'il est dans la colonne des dizaines. Au 5e siècle, ce que je viens de vous dire, ça se passe avant le 5e siècle et on ne sait pas très bien quand. Au 5e siècle, un autre Indien a trouvé le truc d'abandonner les colonnes. C'était une deuxième révolution, mais ça nécessitait une nouvelle invention. Le nombre que je viens de vous montrer est tout à fait à son aise dans des colonnes, mais imaginez qu'on veuille écrire 2038. Dans les colonnes, ça va tout seul, parce qu'il n'y a qu'à rien écrire dans la colonne des centaines. En revanche, si j'enlève les colonnes, ça ne va plus, parce que c'est un 2, c'est 2 et 38, mais rien ne dit que c'est 2038. Vous m'avez vu venir, évidemment, il fallait inventer un chiffre qui disait « là, il n'y a rien ». Et croyez-moi, ce n'était pas évident, c'était même suspect, pour certains c'était diabolique, d'écrire quelque chose qui signifie « là, il n'y a rien ». Ça a été le plus grand frein pour le développement des chiffres arabes dont je vais commencer à vous parler d'ici peu dans nos pays. Or, quelqu'un a quand même réussi à inventer le 0, et ça c'est la deuxième invention fondamentale. Les 9 chiffres que par la suite on a appelé les 9 chiffres indiens, et ensuite le 0. L'héritage indien, c'est donc les 9 chiffres et le 0, mais attention, au-delà, ça permet la numération que nous appelons de position. Notre numération est une numération de position. Si je dis 604, ou que j'écris 604,
Il est entendu que le 6, ça représente des centaines, parce qu'il est dans la position qui, par convention, est celle des centaines. Tout ça, on s'en doute même pas, parce qu'on a appris ça, on a appris à écrire de cette manière à l'école depuis qu'on est tout petit, mais c'est vraiment la révolution, les 9 chiffres, puis le 0, et tout ça mélangé qui permet d'écrire des nombres sans colonne, parce qu'on est dans le principe de la numération de position. Au 8e siècle, là j'étais au 5e, pour ce qui est de la découverte du zéro, on fixe la date à peu près vers 480. Au 8e siècle, vous voyez que les choses vont très très lentement, la scène se déplace à Bagdad. Une délégation de savants indiens rend visite aux autorités de Bagdad. Vraisemblablement, ça avait été organisé par des ambassadeurs au préalable. C'est une expédition, mais une expédition de scientifiques. Et là, on a une date précise, 773. Il faut rappeler que ça se situe à une époque où Bagdad avait un très grand rayonnement culturel qui débordait très largement de tout le Proche-Orient. Et c'est donc pas étonnant qu'un calife à Bagdad ait eu envie de savoir si c'était vrai, ce qu'il avait entendu dire qui se passait en Inde. Donc en 773, le calife Al-Mansour accueille cette délégation indienne qui raconte tout ce qu'ils savent dans le domaine scientifique, mais notamment comment ils écrivent les nombres, et peut-être même qui explique comment on peut faire des calculs très facilement sur de la cire. Il n'y avait encore pas de crayon ni de papier à ce moment-là. Vers 820, je répète, les choses vont vraiment très très lentement à cette époque. 820, l'arrière-petit-fils du calife en question, cette fois-ci c'était Al-Mahmoun, crée la Maison de la Sagesse, une espèce d'académie des sciences avant la lettre, dont le but était de réunir, de mettre par écrit et surtout de cultiver ce que cette délégation indienne était venue raconter 50 ans avant et qui jusque-là ne s'était retransmis que par tradition orale. Et dans cette maison de la sagesse travaille un savant, Al-Khawarizmi, qui est vraiment le pivot de toute l'affaire. C'est un Persan qui vient de la ville actuelle de Khiva, qui s'appelait à l'époque Khwarezm, qui est maintenant en Ouzbékistan. Cette ville de Khiva, qui n'est pas très importante actuellement, est au bout de ma flèche. Mais je vais quand même essayer d'utiliser mon laser, on verra si je fais un... Ah ben ça marche, voilà. Ici se trouve Khiva, mais qui s'appelait Khwarezm. On l'appelle, ce monsieur, Al-Khawarizmi, c'est en tout cas comme ça que j'ai choisi d'écrire son nom en français. Et je ne suis pas le seul. Il s'appelait en fait Al-Khwarizmi. Si j'allais enseigner en Ouzbékistan, puisque Khiva est actuellement en Ouzbékistan, si j'allais enseigner les maths ou le français, que sais-je là-bas, on m'appellerait peut-être le Genevois, parce qu'avec le nom que j'ai, on n'arriverait pas très bien à le prononcer. C'est le même phénomène qui s'est produit avec Al-Khawarizmi, on l'appelait le type de Khwarezm. Or, au début du nom, il y a ce fameux son arabe, kh, que nos concitoyens suisses alémaniques prononcent avec l'élégance que l'on sait. J'ai de nouveau des problèmes avec ma télécommande. Vous aurez compris que c'est la première fois que je m'en sers. Et pour cette raison, on préfère en français lui mettre un O, un OE phonique,
Et ça permet de prononcer son nom à peu près correctement. Ce qui me renforce dans l'idée que c'est tout à fait permis d'y mettre un O, même s'il n'y en a pas dans son nom d'origine, c'est que des moines de Tolède qui ont traduit ses œuvres, j'en parlerai à l'instant, quelques siècles après, ont estropié son nom en algorithmie. Il y a un O. En plus, le nouveau calcul qui se trouve dans le manuscrit écrit par ce bonhomme a été appelé en latin algorithmus, d'où algorithme en français. Et puis ça a même donné algorithme. Donc le O que j'ai mis ici en rouge, je n'ai pas à m'en excuser. Je crois que quand on écrit pour des lecteurs français, parce que le son en question dont je disais que nos concitoyens le prononcent avec tant d'élégance, c'est difficile de le faire prononcer par un Parisien, par exemple. Donc il faut quand même trouver un truc. Alors c'est ce truc-là qui a été retenu par d'autres auteurs avant moi. La propagande soviétique ne ratait pas une occasion de montrer que c'est quand même de l'autre côté du rideau de fer que tout a été inventé. Donc ils ont publié un timbre en 1983 pour les 1200 ans supposés de la naissance d'Al-Khwarizmi. En fait, on ne sait pas quand il est né, on ne sait pas quand il est mort. Enfin, ça ne fait rien. On lui a fait un timbre pour cette supposé anniversaire de 1200 ans. Et vous pouvez voir que je ne suis pas le seul à y mettre un O, parce qu'en russe aussi, vous avez ici Mohamed al-Khwarizmi. Il y a aussi un O. Donc, même si on me chine parfois à propos de ce O, je crois que je m'y tiendrai mordicus. Dans des conditions qu'on ne connaît pas, ce Al-Khwarizmi s'est rendu à Bagdad, il s'est déplacé à Bagdad. Et vers 825, il travaillait dans la maison de la sagesse, comme je vous l'ai dit. Il a écrit un texte intitulé « Le calcul selon les Indiens ». On pense que c'est son titre. Le texte est perdu à l'heure actuelle, mais il était encore disponible à Tolède, comme je vous le dirai d'ici peu. C'est l'ouvrage fondamental de toute l'aventure. L'ouvrage fondamental. Les Indiens avaient commencé avant, mais c'était resté verbal. Et c'est parce que, en 825 à peu près, Al-Khwarizmi a mis tout ça sur le papier, par écrit, disons, que cet ouvrage peut être considéré comme le point de départ en matière de pièces concrètes. Il clarifie l'apport des Indiens, qui a été fait 50 ans avant, et c'est le plus ancien traité d'arithmétique en arabe qu'on est bien ennuyé maintenant de ne pas avoir à disposition. Il contient les 9 chiffres et la numération de position, ainsi que les 4 opérations de base, en entier et en fraction. Je passe en Europe, où, encore une fois, les choses vont très très lentement. Longtemps après que Al-Khwarizmi avait écrit son ouvrage, on peut noter, si on est vraiment à la recherche, si on fait une enquête sur la manière dont les chiffres arabes et le nouveau calcul se sont répandus chez nous, on peut noter 2 étincelles. La première, à Tolède, on s'en étonnerait pas trop, puisque quand on parle de chiffres arabes, on pense forcément à Al-Andalus, c'est-à-dire à l'époque où la péninsule ibérique était occupée par les Arabes. Et surtout, la deuxième étincelle, vous allez voir que c'est la plus importante, se situe à Pise. Et ça, vraiment, on ne s'y attendrait pas. Au départ de Tolède, l'évolution, c'est ce que j'ai appelé la voie des monastères. On peut fixer une date, si on en veut vraiment une, 1143, mais avec peu de garantie de précision. Le 3, en tout cas, n'est pas du tout certain. Des moines à Tolède disposaient de l'ouvrage d'Al-Khwarizmi en arabe. C'était toute une bande de gens qui, à ce moment-là, parce que c'était une mode, traduisaient les ouvrages anciens, qui étaient en grec ou en arabe. Et ils ont traduit le
texte d'Al-Khawarizmi d'une manière qui est un peu douteuse, qui ne peut pas être garantie. En effet, à l'époque, les ouvrages ne s'imprimaient pas, vous le savez, il n'y avait pas d'imprimerie, et donc on les recopiait. Et malheureusement, les copistes, souvent, ajoutaient leur grain de sel. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas vraiment ce qu'a écrit Al-Khawarizmi, parce qu'on se doute que certaines choses dans ce texte en latin ne sont pas de lui. Et enfin, on en a un manuscrit qui est conservé à Cambridge, mais auquel il manque des pages, et un autre complet, conservé à New York, découvert il y a une trentaine d'années, qui est le seul reflet de l'ouvrage d'Al-Khawarizmi, et encore en latin, et recopié plusieurs fois. On ne sait pas si c'est vraiment le texte original. Il comporte 8 folios recto verso. Donc, c'est un ouvrage de 16 pages, hein, ce n'est pas beaucoup. Ce sont des pages très, très bien remplies. Voilà la photo de la première page du manuscrit de New York. En voici un agrandissement. C'est très plein, mais enfin, ça fait quand même que 16 pages que vous pourrez comparer tout à l'heure avec un autre ouvrage dont je vous parlerai. Je reviens là pour vous montrer quand même ici. Vous devinez 9, 8. Après, on ne devine pas grand-chose et on voit un 1. En fait, c'est les fameux 9 chiffres indiens qui apparaissent ici pour la première fois dans l'histoire en Europe. Le texte est dû à des moines, il commence par des bondieuseries, ça c'était inévitable, et quand on entre dans le vif du sujet, alors on trouve cette phrase « sunt enim note signantes », etc. Mais enfin, vous savez tous le latin, donc je vous le donne directement en traduction. Ce sont en effet des signes qui décrivent le nombre, et voici les formes où cette diversité existe, 9, 8, 7, etc. Vous remarquez que l'ordre est l'inverse de celui que nous utilisons d'habitude. Mais ça vient de ce que les Arabes écrivaient de droite à gauche. Et j'ai déjà révélé dans le livre sur l'algèbre et l'al-Muqabala que, etc., là, il est supposé que c'est Al-Khawarizmi qui s'exprime. Remarquez une chose, le zéro, je vous ai dit tout à l'heure que c'était l'autre grande invention, le zéro est le parent pauvre. On ne le trouve que beaucoup plus loin dans le texte. Ceux qui connaissent un peu la notation arabe pourraient croire, et je suis tombé dans le piège, que ça c'est un zéro. Mais non, c'est un signe de ponctuation. Il est beaucoup plus loin dans le texte, où Al-Khawarizmi dit simplement, et si à un emplacement vous ne voulez rien écrire, alors vous faites un petit cercle, ce qui est devenu dans le manuscrit qui nous est parvenu, un circulum parvum, un pauvre petit cercle. C'est dire que le zéro n'est pas traité à égalité avec les 9 signes indiens qui sont pour nous devenus des chiffres. Je vous rappelle que cette aventure à Tolède s'est déroulée vers 1140. En 1230, donc ça continue à aller lentement, un siècle après, le texte traduit par les moines de Tolède arrive à Paris. Jusque-là, il était resté très très confiné dans certains monastères. Et à Paris, il y a un moine, un British, qui s'appelle John of Hollywood, qui, écrivant en latin, devait évidemment latiniser son nom, Hollywood, Sacro Bosco. S'il était arrivé plus tard à Paris, quand on y parlait français, il se serait intitulé Jean du Bois Sacré. Mais lui était un bon vulgarisateur. Il a repris le texte en latin, il l'a clarifié. Pendant qu'il y était, il a balancé les fractions, donc il l'a encore appauvri, mais il en a fait un best-seller. Je viens de vous dire que le manuscrit de Tolède, on en a un et demi. Eh bien, le texte de Sacro Bosco, on en a trouvé plus de 200 copies, ce qui signifie qu'il a dû être copié et recopié à plusieurs milliers d'exemplaires. C'est vraiment un best-seller. Ce
qui fait que, si on fait le point, on a là en 1230 l'état de la question accessible non pas au public, mais aux gens instruits. Mais attention, l'état de la question 4 siècles avant. Parce que tout ça, c'est encore le texte d'Al-Khawarizmi qu'il a écrit vers 825. Et pour le calcul en entier seulement. C'est dire que cette chaîne de transmission a été extrêmement pauvre quant à la matière, et puis qu'elle a mis très très long à se répandre quant au nombre d'exemplaires. C'était confiné aux monastères, mais il ne faut quand même pas oublier que c'était les futures universités, les monastères, et surtout c'était étudié comme une curiosité. Personne ne s'est demandé à quoi ça pourrait bien servir. Au départ de Pise, les choses sont très très différentes. C'est ce que j'ai appelé la voie des marchands. Et on peut fixer une date, 1202. C'est donc quand même, vu d'ici, à peu près au même moment. L'homme central, là, c'est Léonard de Pise, en italien Leonardo Pisano. Au XIXe siècle, certains qui voulaient absolument pouvoir le ranger par ordre alphabétique dans des encyclopédies lui ont fabriqué un nom de famille qu'il n'a jamais porté. J'ai regardé une des copies de son manuscrit. Il est dit en tête que ça a été écrit par, c'est écrit en latin, Leonardo Filio Bonaccii, le fils de Bonaccio. Mais rien de plus. Et alors, on a réuni Filio et Bonaccii au XIXe siècle pour faire Fibonacci, et c'est sous ce nom-là que certaines particularités de son ouvrage, comme la suite de Fibonacci, sont parvenues dans les livres de mathématiques. Il habitait Pise. La ville de Pise était une des grandes puissances maritimes en Méditerranée, à l'équivalent à peu près de Gênes et de Venise. On parle toujours de Gênes et de Venise et on ne parle pas de Pise, je ne sais pas pourquoi. En tant que puissance maritime, la ville de Pise avait des comptoirs, et notamment un comptoir à bougies, Béjaïa actuellement, ou Fgate en kabyle. Et dans ce comptoir de bougies avait été envoyé le Bonaccio en question comme douanier. On ne sait pas très bien quel travail il faisait, s'il rédigeait des déclarations de douane ou s'il encaissait des droits. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a vu que les marchands arabes qui venaient là avaient une drôle de façon de calculer, qui était très rapide, et il a eu la bonne idée, rendez-vous compte à quel point il faut qu'on lui en soit reconnaissant, de faire venir son fils pour lui faire donner des leçons, parce qu'il s'est dit, là, il y a quelque chose d'intéressant. Quand le fils a bien maîtrisé le nouveau calcul, vous devinez que c'était le calcul en chiffres que nous appelons arabes et les opérations qui en découlent, ben, il n'est pas retourné à Pise. Il a trouvé ça tellement formidable qu'il est parti en Méditerranée orientale, il est allé jusqu'à Byzance et il a réuni tout ce qu'on savait, tout ce que les gens pratiquaient en matière d'arithmétique. Et c'est après seulement qu'il est retourné à Pise, où il a mis tout ça par écrit, sous forme d'un livre qu'il a appelé Liber Abaci. Il est encore, c'est un des derniers ouvrages de cette histoire qui est écrit en latin. On en a plusieurs copies, et attention, ce livre fait 213 folios. Souvenez-vous, les 8 folios du manuscrit Dixit al-Khawarizmi. 213 folios, dont je vous montre un exemplaire. Ce n'est pas aussi dense que le manuscrit de Dixit, mais 213 fois 2 fois une densité pareille, ça vous permet quand même de vous rendre compte que c'est extrêmement riche comme mise à disposition du public de ce nouveau calcul. Au début, il est dit « Incipit primum capitulum, novem figure indorum », etc. Oui, mais vous savez le latin, donc voilà, je passe au français. Ici commence le premier chapitre, les 9 chiffres des Indiens,
sont 9, 8, 7, 6, etc. Et ce qui est remarquable, c'est que dans tous les livres suivants, même à l'époque de l'imprimerie, même dans le livre de von Grafenried, dont on vous a rappelé que je suis venu en parler il y a un an ou deux, on commence toujours par définir les nouveaux chiffres. C'est tellement fondamental, c'est une telle nouveauté, que même en 1619, un livre d'arithmétique énorme, comme celui de Grafenried, commence par dire ça c'est 1, ça c'est 2, etc. Avec ces 9 chiffres et avec ce signe 0 qui est appelé zéphir en arabe, on écrit n'importe quel nombre. Donc là, on a en 1202, comparé avec les 1230 de Sacrobosco, l'état de la question, mais up-to-date, c'est-à-dire que 4 siècles se sont écoulés depuis Al-Khawarizmi, et pendant ces 4 siècles, dans tout le monde arabe, on a développé énormément ce nouveau calcul, ce qui explique que Léonard de Pise puisse raconter toutes les difficultés que peut avoir un marchand et montre comment il peut les résoudre. Et là, il y a les fractions et il y a énormément d'applications. Et comme je vous l'ai dit, c'est destiné aux marchands et donc ça va se répandre. Ce n'est pas destiné au monde clos des cloîtres. Voilà les deux étincelles et ce qu'il en est advenu. Parlons alors des chiffres arabes rapidement. Regardez ce billet de 200 livres syriennes. Il a, comme tous les billets de banque, un numéro de série. J'espère que vous le voyez. Et si je vous demande si ce numéro est en chiffres romains, vous me direz « Ah ben non, c'est des chiffres arabes ». Oui, mais, vous voyez, il commence par 1, 9, 9, etc. Et puis là, il y a aussi autre chose. Et il y a aussi 1, 9, 9, etc. C'est assez curieux, c'est aussi le numéro de série, mais il est écrit autrement. Ou bien, regardez la plaque de voiture de ma fille à Beyrouth. Si je vous demande si ça c'est des chiffres romains, vous me direz, ben non, c'est des chiffres arabes, enfin, vous ne voyez pas clair. Oui, d'accord, mais alors ça c'est quoi? Il faut se rendre à l'évidence, les Arabes n'ont pas les mêmes chiffres arabes que nous. Et ça n'arrange pas les affaires quand on écrit, comme moi, sur ces sujets. Parce que vous avez appris comme moi qu'il ne faut pas faire des répétitions pour avoir un style élégant. Mais si dans une phrase vous voulez distinguer nos chiffres arabes, des chiffres arabes des arabes, ben vous n'écoupez pas, vous avez 3 arabes dans la même phrase. C'est malheureux, on aurait mieux fait de continuer à les appeler indiens. On ne sait pas très bien quand s'est fait le changement, mais le fait est qu'on parle de chiffres arabes et qu'on a tort de parler de chiffres arabes. Restons-y quand même et regardons les chiffres arabes des Arabes, c'est la ligne du haut, et nos chiffres à nous. Ils sont très très différents. D'où est-ce que ça vient cette différence? Ça vient de ce que le monde arabe était très très étendu au moment critique, au moment où ces chiffres ont commencé à avoir du succès, et ils ont évolué de 2 manières très très différentes. À l'Est, ils sont restés assez proches des signes des Indiens, ils sont appelés les chiffres hindi, et à l'ouest, c'est-à-dire le Maghreb et l'Espagne arabe, quand elle était arabe, ils ont évolué d'une manière très très différente, et là on les appelle khubar, c'est-à-dire poussière, parce que dans ces régions-là, on n'écrivait évidemment pas sur du papier. Quand on faisait un calcul, on le faisait avec les doigts sur une planchette qui était recouverte de poussière, ou éventuellement sur de la cire, où on gravait avec l'extrémité d'une sorte de stylet, à l'autre bout duquel il y avait une spatule qui permettait d'effacer. Et dans Dixit Algorithmi, qui est le document de base dont je vous ai parlé tout à l'heure, on voit que ce sont des chiffres qui sont plus ou moins de la tradition de l'Ouest. Ceux qui ont évolué en dernier dans nos régions, c'est le 4, le 5 et le 7, et vous voyez là comment le 4 notamment s'écrivait, il s'est longtemps écrit comme ça, le 5 comme un Y,
et puis le 7 comme un circonflexe. Cette photo a été prise dans un cloître de la Forêt-Noire où nous étions réunis avec des collègues en colloque, des collègues spécialisés dans l'histoire du calcul élémentaire. On s'était offert un petit après-midi de tranquillité. On est allé visiter ce cloître qui est à Alpirsbach et on a eu pour nous diriger une dame qui avait l'air instruite, elle avait même l'air intelligente, qui nous a dit que, ma foi, ça, c'est pas ça, j'y arriverai, que ça, c'est un signe kabbalistique. Vous reconnaissez le 4 que je viens de vous montrer. En fait, c'est la date de construction de cette partie du cloître, 1423. Mais la brave dame considérait que c'était un signe kabbalistique. On s'est jeté un coup d'œil avec mes collègues et on s'est dit qu'on n'avait pas de temps à perdre. Donc, elle continue certainement à l'heure actuelle de raconter que c'est un signe kabbalistique, alors que c'est une date tout à fait claire pour qui est un peu au courant. Parlons maintenant des opérations, parce que je vous ai dit que ces nouveaux signes, ces chiffres qu'on appelle arabes, avaient surtout comme intérêt de permettre le calcul. Alors, qu'en est-il des opérations? Au temps d'Al-Khawarizmi, dans son texte ou dans le reflet qu'on en a, on pratiquait ce qu'on appelait l'effacement, et après lui, un siècle ou deux après, on a perfectionné un peu ça, et ça s'est appelé le biffage. Voilà en quoi ça consiste. Je vous ai mis là deux additions pour que ce soit très simple et facile à suivre. À gauche, vous allez avoir l'effacement, et à droite, le biffage. On commence toujours à gauche. Ça, c'est une tradition qui s'est maintenue très très longtemps. Et là, on a calculé 6 et 7, 13, et on a écrit 13. OK. Maintenant, la colonne suivante, 8 et 4, 12. On va donc écrire un 2, et il y aura une retenue de 1. Alors, par effacement, on remplace le 3 qu'on avait précédemment, je vous le remontre, par un 4. Donc, on efface le 3 et on écrit un 4. Et puis on écrit le 2. Il a fallu un siècle et peut-être deux pour que quelqu'un se rende compte que ce n'était pas pratique, parce que si on est en plein dans un calcul et que quelqu'un vous dérange, vous ne savez plus où vous en êtes. Et donc, au lieu d'effacer, cette personne, son idée s'est rapidement répandue, cette personne a considéré qu'il valait mieux biffer le 3 et écrire le 4, comme vous le voyez à droite. Ensuite, 5 et 0, ça fait 5. Il n'y a pas de problème, mais de nouveau 2 et 9, 11, on va écrire un 1, et à gauche, on va remplacer le 5 par un 6. Je vous le remonte, le 5, on le remplace par un 6. Ça peut vous sembler tout à fait élémentaire, mais ça c'est une toute petite addition. Alors ne croyez pas que c'est si facile, parce que ça c'est une petite multiplication, et comme vous pouvez le constater, ça devient déjà assez tendu. En italien, parce que c'est en Italie que tout ça s'est développé en premier, en italien, cette façon de faire une multiplication s'appelait en galère. En galère, alors un élève qui s'embêtait un jour, on a retrouvé son livre d'école, enfin son cahier, qui est évidemment conservé précieusement dans un musée maintenant. Il avait fini sa multiplication, vous voyez qu'elle était un peu plus longue que celle que je viens de vous montrer, et il a dessiné une galère là autour. Parce qu'il avait du temps à passer. Avec Léonard de Pise, on est arrivé à des multiplications plus efficaces. Je ne vous parle que de la multiplication parce que le temps est compté. L'une d'elles, appelée la crocetta, se pratique comme vous le voyez là. C'est des petites croix. On multiplie les unités, et puis unités fois dizaines, et puis etc., etc. Je n'insiste pas. On additionne tout ce qu'on trouve, et si on ne se trompe pas dans l'addition, et qu'on ne s'est pas trompé dans son livret, eh bien on trouve la solution. Un autre procédé plus intéressant, c'est l'échiquier, où vous voyez certainement qu'on représente un des facteurs ici, l'autre facteur là, et on applique le livret 6 fois 2, 12, avec une retenue de 1, par exemple.
Ou encore 2 fois 1, 2, et il n'y a pas de retenue. Et puis, quand toutes les cases sont remplies, on additionne en diagonale et on trouve le résultat ici. Ce truc-là a été perfectionné sous cette forme-là qui s'appelle la jalousie. Parce que le tableau qu'on prépare, que vous avez là dans la partie droite de l'image, évoquait pour certains ces dispositifs en bois que les maris jaloux, disait-on, en Italie, mettaient devant leurs fenêtres pour que leurs femmes puissent voir ce qui se passait dans la rue, mais qu'on ne puisse pas la voir, elle, depuis la rue. Ça s'appelle d'ailleurs, à l'heure actuelle encore en français, une jalousie. Alors celui-là est intéressant et vaut la peine qu'on s'y arrête un peu, parce que vous avez, comme dans l'autre, un facteur ici et un facteur là, mais dans chaque carré, on sépare, après avoir appliqué le livret, on sépare les unités des dizaines. Ici, vous avez 6 fois 3, 18. Le 8 est écrit en dessous de la diagonale et le 1 en dessus. Et de même ici, 7 fois 4, 28, 2 au-dessus de la diagonale et 8 ici. Et après, on additionne en diagonale aussi, avec quelques petites retenues ici, je n'insiste pas, et c'est très agréable à utiliser. C'est certainement la façon d'effectuer une multiplication qui a eu le plus de succès et qui est restée en usage très longtemps, notamment en Italie. Et maintenant, je vous montre à quoi vous avez échappé, parce que vous n'êtes pas les premiers à qui je raconte ces histoires. On me demande des fois d'aller les raconter dans des lycées en France ou dans des cycles d'orientation. Alors, je pose cette colle pour réveiller les élèves qui dorment. Je leur dis, faites-moi cette multiplication qui est en rouge, d'abord comme à l'école primaire, et puis ensuite par la jalousie. Alors, quand je dis comme à l'école primaire, c'est ça, évidemment, vous le savez tous. Ben, il y en a la moitié qui n'y arrivent pas. Vive les calculettes électroniques. En revanche, ça, ils y arrivent plus ou moins bien, et surtout, ça les amuse beaucoup, à tel point qu'au cycle de Vuillonnet, une classe voulait envoyer une pétition aux autorités supérieures pour qu'on n'enseigne plus ce qui est à gauche, mais qu'à l'école primaire, on enseigne la façon de droite, parce qu'ils trouvaient ça beaucoup plus rigolo. Je saute et maintenant je regarde ce qui s'est passé après mes deux, ce que j'ai appelé des étincelles. Au XIVe siècle, on trouve des manuscrits en Italie. Toujours des manuscrits, l'imprimerie n'existe pas encore. Ces manuscrits ont pour auteurs des Florentins. Les destinataires sont des élèves de boutiques de calcul, botteghe d'Abacco ou Abacco, soit 2B, soit 2C. Et les demandeurs, eh bien, comme par hasard, c'est les banquiers florentins. Le commerce s'est développé en Italie beaucoup plus vite qu'ailleurs, du fait notamment des villes commerçantes Venise, Pise et Gênes. Quand le commerce se développe, quand un commerçant devient riche, son fils ou son petit-fils, ça ne rate pas, devient banquier. Et les banquiers florentins avaient besoin de personnel. Et donc, ils ont suscité la création d'écoles, qu'on appelait des boutiques de calcul, dans lesquelles les élèves devaient simplement copier le manuel. Ce serait vraiment l'occasion de parler de polycopier, parce qu'ils ont été copiés des tas de fois. Mais on ne les détient que sous forme manuscrite, puisque l'imprimerie n'existait pas. Au XVe siècle apparaissent les premiers livres. Plus précisément, dans la première moitié du XVe siècle, on a encore des manuscrits en italien qui ne vont jamais aussi loin que ce qu'a fait Léonard de Pise, puisqu'ils sont destinés à l'enseignement. Dans le troisième quart du siècle, on a encore des manuscrits en italien, mais voilà qu'il en apparaît en allemand. Pourquoi en allemand? Même phénomène. On a découvert des mines d'argent en Saxe. Ça fait un boom économique considérable dans ce que nous appelons maintenant l'Allemagne de l'Est. Boom économique signifie commerce. Il faut faire des comptes, des calculs, et on voit apparaître à ce moment-là en Saxe des Rechenmeister, des gens qui enseignent le calcul et qui écrivent des
polycopiés ou des futurs polycopiés qui font recopier par leurs élèves, ce qui fait qu'on a maintenant, à ce moment-là, des manuscrits en italien et en allemand. En français, rien. En espagnol, rien. Il n'y a que l'Italie et par la suite l'Allemagne qui ont développé le nouveau calcul. Et puis dans le quatrième quart du siècle, on voit apparaître des livres en italien et en allemand. Le plus ancien italien a été imprimé à Trévise en 1478. Vous reconnaissez la jalousie? Dans un sens ou dans l'autre. Je ne vais pas insister sur le fait que ça peut se pratiquer dans les deux sens. En Allemagne, on a un Bamberger Blockbuch qui date d'avant 1482. Pourquoi Blockbuch? Parce que ce n'est pas des caractères mobiles qui ont permis de l'imprimer, ça a été gravé dans une planche de bois avec une gouge. Donc pour les puristes, ce n'est pas encore tout à fait un livre, puisque ce n'est pas de l'imprimerie au sens de Gutenberg. Et donc on considère plutôt celui-ci comme le premier en allemand, le Bamberger Rechenbuch. Pourquoi s'appelle-t-il comme ça? Parce qu'il est conservé au musée de Bamberg. Ces livres-là ne portent jamais l'indication d'un auteur et parfois même ils ne disent pas où ils ont été imprimés. J'attire votre attention sur le fait que ça commence par définir les chiffres et vous les avez là et vous avez un 2 qui est curieux, qui ressemble à un Z et vous avez le 7 que je vous ai montré avant qui est une espèce de circonflexe qui n'avait pas encore évolué comme ça a été le cas par la suite. Le summum en Italie est atteint avant la fin du siècle. C'est allé à partir de ce moment-là très très vite avec Luca Pacioli qui a écrit un ouvrage gigantesque. Lui, c'est 600 pages et vous voyez la densité. Mais comme d'habitude, on commence par définir les chiffres. Ils sont là. Ce qui est amusant ici, c'est que les titres sont en latin et puis le texte est en italien. Et pour que les gens comprennent bien, on commence à mettre des illustrations. Alors l'illustration, c'est ça, qui est en marge. Les illustrations, à cette époque-là, sont toujours en marge des livres de maths. En voilà un agrandissement. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on commence par les chiffres et que ça durera très longtemps. Le summum en allemand arrive 30 ans plus tard, c'est Adam Ries, qui a eu droit à un timbre aussi. Son ouvrage ne fait que 144 pages, que, vous le mettrez en guillemets si vous voulez l'écrire. Vous avez ici une page sur la règle de 3, et la première page, qui s'intitule Numerieren, commence aussi par expliquer les chiffres, avec maintenant le 0. Même si par la suite on traite des problèmes de grande difficulté, du genre 3 associés se mettent ensemble mais mettent des sommes différentes dans l'affaire. Au bout de quelque temps, il y en a un quatrième qui s'en mêle, qui s'associe aussi. Au bout d'une autre durée, il y en a un qui se retire. En plus, l'un d'eux a fourni un travail qui doit être rétribué. Question, quand on fait du bénéfice, comment on le partage? Bon, nous on fait ça par l'algèbre. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais enfin, on pense tout de suite à l'algèbre. Tous ces livres sont totalement dépourvus d'algèbre. Et tous ces problèmes, aussi tordus soient-ils, sont exposés par des procédés qui en général recourent à la règle de 3, parce que c'est le bon truc pour s'en sortir, mais qui ne recourent pas à l'algèbre. J'en arrive maintenant à ma dernière étape, parce qu'il faudra quand même que je m'arrête. Les fractions décimales, jusqu'à 1585. La partie fractionnaire d'un nombre était toujours écrite en fractions que nous appelons ordinaires, c'est-à-dire un numérateur, un trait et un dénominateur. Même dans les livres les plus poussés, on ne connaissait que ces fractions. Et Simon Stevin, un Belge, a publié en 1585 une espèce de pamphlet dans lequel il dit on peut faire les calculs sans fractions. Sans fractions, ça voulait dire sans nos fractions comme nous avons l'habitude de les faire, c'est-à-dire avec
un numérateur, un dénominateur. C'est un opuscule de 17 pages qui s'appelle « Calculer sans fraction ». Je vous en montre une page, celle qui est consacrée à l'addition, et comme c'est tout petit, j'ai agrandi d'abord l'addition elle-même. Voilà comment Stevin propose de s'y prendre. Il écrit les nombres entiers, la partie entière, en mettant un 0. Ici, nous, on mettrait la virgule, mais il ne l'avait pas inventé. En tête de cette colonne, il écrit un 1, il appelle ça les primes. Mais nous voyons très bien que c'est les dixièmes. Ici, les secondes, c'est les centièmes. Ici, les tierces, c'est les millièmes. Et puis, il va jusqu'aux quartes, jusqu'aux quintes, etc. Mais en les désignant en colonne, parce qu'il n'a pas inventé la virgule. Et d'ailleurs, mon livre, à ce point de vue-là, a un titre excessif, mais quand on a été journaliste, on sait qu'on peut se permettre des fois quelques raccourcis. Quand j'écris du 0 à la virgule, j'aurais dû écrire du 0 aux fractions décimales, parce que la virgule elle-même n'a été connue que beaucoup plus tard. Et ce brave Stevin, qui est ingénieur, qui avait l'habitude, il était aussi militaire d'un très haut grade, il s'est dit « les gens ne me croiront pas ». Donc, l'autre partie de cette page, la partie inférieure, que je vous montre maintenant, explique qu'il s'agit de décomposer en dixième, en centième, etc., mais surtout, elle démontre, comme on a appris dans les théorèmes à la façon de Descartes, il démontre que le résultat qu'il a trouvé est bien le même que celui qu'on trouverait avec des fractions ordinaires, et vous voyez que son texte en est complètement farci, 847 millièmes, 7 millièmes, 4 centièmes, etc. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'il se sent obligé de démontrer que son truc, ça marche. Ça n'est d'ailleurs devenu usuel que beaucoup plus tard. Et j'aimerais conclure sur cette partie-là de mon histoire. À gauche de la virgule, pour nous qui savons très bien où on met la virgule, on a inventé la numération de position au XIIe siècle. Et à droite de la virgule, il a fallu attendre le XVIe siècle, et même pour que ça se répande, le XVIIe et le XVIIIe, pour qu'on pense qu'on pouvait aussi faire de la numération de position à droite avec les dixièmes, les centièmes et les millièmes. C'est vous dire, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, que toute cette affaire-là, ça s'est déroulé très lentement. Je vous remercie de votre attention. Par quel hasard, en 2011, quand on additionne le chiffre 2, etc., on trouve 111? Moi, j'en sais rien. Ce n'est pas ce qui m'intéresse, la numérologie. Les Mayas n'avaient-ils pas aussi élaboré un système de numérisation? J'en sais rien non plus, parce qu'on ne peut pas tout étudier. Et moi, je me suis concentré sur l'Europe, les Grecs d'abord, les Romains, et comme vous venez de l'entendre, les chiffres arabes, mais les Mayas, j'y connais rien. Comment Stevin a-t-il résolu le problème de l'équivalence de la fraction type entière? Moi, j'en sais rien, mais je sais bien que c'est 0,333333333, etc. Alors, ce que Stevin proposait, c'était d'écrire les nombres, comme il disait, sans fraction, c'est-à-dire en dixième, centième, millième, etc. Je ne pense pas qu'il soit allé aussi loin que de se demander comment on écrirait les fractions qui sont faciles à écrire en fractions ordinaires et puis qui ne finissent pas en fractions décimales. Alors, quand a été inventée la virgule, les historiens ne sont pas d'accord parce que dans ces cas-là, on va chercher les écrits, en général, d'astronomes qui écrivaient pour eux, qui notaient des nombres pour eux. Et l'un d'eux sépare les entiers de la partie fractionnaire avec un point, avec un trait, une fois avec une virgule. Donc, ce n'est pas très fixé.
Mais en tout cas, alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est venu longtemps après Stevin. L'arabe s'écrit de droite à gauche, mais les chiffres de gauche à droite. Ben oui, ils ont dû s'y mettre. Mais comme vous avez pu le voir, dans des textes en latin, la série des chiffres est écrite en commençant par le 9. Et c'est seulement dans les livres que j'ai évoqués, du début de l'imprimerie, que c'est inversé. Et puis, la civilisation européenne ayant pris beaucoup plus d'importance que la culture arabe, notamment en matière de commerce, eh bien, les Arabes ont dû s'y mettre. Et c'est vrai qu'ils écrivent maintenant toujours de droite à gauche, mais les chiffres, ils les écrivent comme nous. Et certains appellent ça des chiffres écrits à l'anglaise. Je ne sais pas ce que les Anglais viennent faire là-dedans. C'est peut-être qu'ils ont occupé de nombreux pays arabes. Ça, je ne comprends pas. Le nombre d'or, les nombres transcendants, non décimaux, etc. Oui, mais ça va beaucoup trop loin pour être exposé ici, parce qu'on doit libérer la salle à 4 heures. Hein, donc il faut quand même pas que j'aille trop loin. La suite de Fibonacci, c'est dans le tout gros bouquin dont je vous ai parlé, de Léonard. Il raconte plein de problèmes de commerçants, comme celui des associés que j'ai rapidement évoqué, mais il consacre aussi beaucoup de place à ce qu'on appellerait maintenant les mathématiques amusantes. Et alors, il raconte l'histoire d'un couple de lapins qu'on enferme dans un enclos. Le premier mois, ils font rien, mais le deuxième mois, ils font des petits. Et puis, ces petits, au bout de 2 mois, ils sont aussi capables de faire des petits. Question de Léonard, au bout d'une année, combien il y a de lapins dans l'enclos? Non, c'est de la mathématique amusante. Mais un matheux français, dont le nom m'échappe, au XIXe siècle, s'est dit, mais c'est une suite de nombres, une suite. Et il a appelé ça la suite de Fibonacci. Après quoi, il s'est hâté de considérer des conditions initiales différentes pour pouvoir publier aussi la suite de son nom. Mais c'est plus son nom. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce que la suite de Fibonacci figure dans certains livres de maths d'un certain niveau, alors que, je le répète, Fibonacci, Léonard ne s'est jamais appelé Fibonacci. Et ce qui est amusant, c'est que c'est parti d'une histoire de lapin, qui est une simple histoire de mathématiques amusantes. Je n'ai pas compris qui a inventé la virgule, mais ce n'est pas étonnant puisque j'ai dit qu'on ne sait pas quand elle a été inventée. Ce qui a été inventé, en l'occurrence, c'est les fractions décimales, c'est-à-dire d'écrire la partie fractionnaire d'un nombre en écrivant d'abord les dixièmes, puis les centièmes, puis les millièmes, etc. On m'a apporté encore un papier ici. Est-ce que sur d'autres continents, il y a d'autres chiffres? La réponse, je l'ai déjà donnée, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas tout étudier, surtout à mon âge. Est-ce qu'il a existé un autre système que le décimal? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. La base 10 que nous utilisons existait depuis très longtemps. Les Grecs avaient une numération à base 10 quand ils s'exprimaient verbalement. Quand ils écrivaient aussi mal que les Romains. Mais on retrouve la numération à base 10 dans toute la Méditerranée orientale, chez les Hébreux, chez les Crétois, chez les Égyptiens. Donc la base 10, c'est quelque chose de très très fondamental, qui est sûrement lié au fait que nous avons 10 doigts.